Bonjour à tous, je vais vous présenter mon étude qui porte sur l'allongement de l'intervalle d'administration du nivolumab chez les patients en réponse complète, à partir de simulations basées sur un modèle de pharmacocétique de population. Cette étude a été développée dans le cadre de mon Master 2 au sein du laboratoire de pharmacologie et toxicologie de l'hôpital Cochin. Pour commencer, qu'est-ce que le nivolumab? C'est une immunothérapie, c'est un anticorps monoclonal, une immunoglobuline G4 entièrement humaine, et c'est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire. C'est un anti-PD-1. Concernant la pharmacodynamie du nivolumab, sur le graphique représentant le taux d'occupation des récepteurs PD-1 périphériques en fonction de la dose, chez des patients traités par du nivolumab, il apparaît que la dose a peu d'influence sur le taux d'occupation du récepteur PD-1 périphérique. Car, avec une dose de 0,1 mg par kg, ou une dose 100 fois plus élevée, à 10 mg par kg, on a à peu près le même taux d'occupation des récepteurs. Il y a alors saturation du récepteur PD-1 périphérique aux faibles doses qui ont été testées. Et avec une dose de 0,1 mg par kg, la concentration résiduelle à état d'équilibre qui a été retrouvée était de 2,5 microgrammes par millilitre, et c'est une dose avec laquelle un effet clinique était observé. Sur le graphique représentant la relation entre l'exposition et la réponse par niveau de dose du nivolumab, on peut remarquer qu'il n'y a pas de relation entre la concentration résiduelle à état d'équilibre et la réponse, car aux faibles concentrations, une réponse est déjà observée. On peut aussi remarquer qu'il n'y a pas de bénéfice accru pour des doses qui sont supérieures à 3 mg/kg sur le taux de réponse objectif. La problématique de notre étude, c'est que chez les patients qui répondent au nivolumab, il y a 19% de ces patients qui sont en réponse complète, qui ont une disparition des lésions. Et le traitement par nivolumab, c'est un traitement qui coûte très cher pour le système de santé. Il a un coût de 74 000 € à peu près, par patient et par an. C'est un traitement qui doit être poursuivi tant qu'un bénéfice clinique est observé, ou jusqu'à ce que le patient ne puisse plus tolérer le traitement. Ainsi, chez les patients en réponse complète, il n'y a pas de modification du schéma posologique, et l'arrêt du traitement est à risque de progression de la maladie. La poursuite du traitement, il y a un risque de survenue de toxicités qui peuvent être sévères et qui peuvent affecter la qualité de vie du patient. Ainsi, il semble nécessaire de trouver un schéma posologique qui soit adapté aux patients en réponse complète. Les objectifs de notre étude, ça a été de développer un modèle de pharmacocitique de population du nivolumab dans une population de la vie réelle, chez des patients qui sont non sélectionnés, afin d'effectuer des simulations des schémas d'administration alternatifs qui seraient applicables aux patients en réponse complète, nous permettant d'allonger l'intervalle d'administration tout en conservant une concentration thérapeutique qui reste efficace. Les patients qui ont été inclus dans notre étude, c'est des patients adultes qui étaient dosés dans le cadre d'une étude, l'étude CERTIM, réalisée à Cochin, et qui étaient atteints d'un cancer pour lequel le nivolumab avait obtenu l'autorisation de mise sur le marché durant la période d'inclusion, qui est entre juillet 2015 et mars 2021. Durant cette période, la dose recommandée a été modifiée. Avant 2019, c'était une dose en fonction du poids, de 3 mg/kg toutes les 2 semaines, et après 2019, ce sont devenues des doses standardisées de 240 mg toutes les 2 semaines ou de 480 mg toutes les 4 semaines. Pour nos données, on avait des résiduels, qui sont des prélèvements avant l'administration, et des pics, qui sont des prélèvements 30 minutes après la fin de la perfusion. Les dosages, ils ont été réalisés grâce à une méthode immunoenzymatique de type ELISA, avec une gamme qui s'étendait de 3 à 75 microgrammes par millilitre. Et les covariables qui ont été testés dans notre étude, c'est des covariables à baseline. L'analyse pharmacocétique par approche de population, elle a été réalisée grâce au logiciel de modélisation Monolix. Et dans notre population d'études, au départ, il y a 1140 dosages qui ont été effectués pour 362 patients. Il y a 54 concentrations qui ont été exclues de notre étude, qui avaient manqué des informations. 70 concentrations ont été censurées. C'est des concentrations qui étaient inférieures à la limite inférieure de quantification. Ce qui a fait qu'au final, on a pu inclure 336 patients dans notre étude, avec 1016 prélèvements, pour une médiane de 3 prélèvements par patient. Sur le tableau de droite, qui représente la description de la population d'études, dans notre étude, les patients ils avaient un âge médian de 64 ans. Il y avait 66% de nos patients qui étaient des hommes. 38% de nos patients étaient en bon état général, ils avaient un ECOG inférieur ou égal à 1. Et le type de cancer qui était prédominant dans notre étude, c'était le cancer du poumon, avec 64% de nos patients qui étaient atteints du cancer du poumon. Le modèle final qu'on a retrouvé, c'est un modèle bicompartimental, avec une clémence qui était retrouvée comme étant stationnaire. Et à droite, on peut voir l'estimation des paramètres de notre modèle final. À partir des équations de notre modèle final, on a pu calculer les effets des covariables sur les paramètres, qu'on a comparé à la médiane de la population. Pour cela, on a calculé les 5e et 95e percentiles de nos covariables. Et pour un patient qui aurait une albumine faible, à 29 grammes par litre, il aurait une clémence qui serait augmentée de plus de 27%, comparé à un patient qui aurait une albumine médiane à 38 grammes par litre. Un patient qui aura un poids faible de 49 kg, il aurait un volume central qui serait diminué de moins de 21%. Et un patient qui aurait un poids élevé à 102 kg, il aurait un volume central augmenté de plus de 26%, comparé à un patient qui aurait un poids médian de 71 kg. Un patient qui aurait une CRP élevée, supérieure à 10 mg par litre, il aurait une clémence qui serait augmentée de plus de 20%, comparé à un patient qui a une CRP faible, inférieure à 10 mg par litre.
Afin de valider notre modèle, on a pu regarder des exemples d'ajustements individuels pour des patients représentatifs. On peut voir que nos concentrations observées, qui sont les points en bleu sur les graphiques, ils sont présents sur les lignes en rose, qui sont les concentrations prédites par le modèle. On a aussi pu regarder le Visual Predictive Check pour valider le modèle. On peut voir que nos percentiles simulés, qui sont les lignes en pointillés noirs, sont proches de nos percentiles observés, qui sont les lignes en bleu, et que ces percentiles sont bien compris dans l'intervalle de prédiction à 90% de notre modèle, qui sont les aires en bleu. Après avoir validé notre modèle, on a pu passer aux simulations, qui ont été réalisées grâce au logiciel Simulix. Pour cela, 1000 patients ont été simulés, qui avaient une distribution de la population qui était similaire à notre population d'études. Et après avoir atteint l'état d'équilibre avec des doses de 250 mg toutes les 2 semaines ou de 480 mg toutes les 4 semaines, on a pu augmenter l'intervalle d'administration de 4 jusqu'à 14 semaines. Ensuite, on a calculé le pourcentage de patients qui avaient une concentration résiduelle à l'état d'équilibre supérieure à 2,5 microgrammes par millilitre, qui était le seuil minimal d'efficacité retrouvé dans la littérature. Et pour sélectionner le schéma posologique, on a considéré que 90% de nos patients devaient être supérieurs à ce seuil minimal d'efficacité. Grâce aux simulations, on a pu voir qu'il était possible d'augmenter l'intervalle d'administration jusqu'à 240 mg toutes les 6 semaines. Il y avait alors 93,7% des patients qui étaient supérieurs au seuil de 2,5 microgrammes par millilitre. Avec le schéma posologique de 480 mg toutes les 8 semaines, il y a 91,3% des patients qui sont supérieurs à 2,5 microgrammes par millilitre. À droite, le graphique représente la simulation d'un schéma alternatif de 240 mg toutes les 6 semaines. La courbe noire représente les médianes des concentrations simulées. Les aires en grise correspondent à l'intervalle de confiance à 90%. Et la ligne rouge correspond au seuil de 2,5 microgrammes par millilitre. Le choix du schéma posologique optimal, il a pu se faire en termes de coûts par patient et par an, en fonction du nombre de flacons de nivolumab utilisés, ainsi que du nombre d'hospitalisations. Et le schéma posologique de 240 mg toutes les 6 semaines permet une diminution du coût de 66%, avec une économie d'à peu près 50 000 € par patient et par an. L'étude pharmacocinétique, elle a été retrouvée comme l'étude ayant le plus grand nombre de patients non sectionnés traités par du nivolumab. Le modèle pharmacocinétique de population, il est cohérent avec la littérature, et les paramètres estimés sont proches de ce qui a été retrouvé dans la littérature. Seule la clémence temps dépendante n'a pas été inclue dans notre étude, et la seule étude qui a été faite dans une population de patients non sélectionnés n'avait pas non plus retrouvé cette clémence temps dépendante. On peut ainsi penser qu'avoir des données qui sont plus éparses que les populations des études cliniques pourrait empêcher la visualisation de cette clémence temps dépendante. Actuellement, il n'y a pas de compréhension claire de la clémence qui diminue dans le temps, la clémence temps dépendante, mais il a été retrouvé dans la littérature qui pourrait être associée à la réponse au traitement, ce qui résulterait d'une amélioration de l'état général des patients, ainsi qu'à une diminution de leur cachexie. La cachexie, c'est un état hypermétabolique avec une perte de masse musculaire, et l'albumine est le reflet de cette cachexie. Et dans notre étude, les patients qui avaient une albumine faible, ils ont été retrouvés comme ayant une clémence qui était augmentée de plus de 27%. Ceux avec une albumine élevée, ils avaient une clémence qui était diminuée de moins de 16%. Les patients en mauvais état général sont assez souvent retrouvés comme étant en état inflammatoire, et la CRP est le reflet de cet état inflammatoire. Dans notre étude, les patients qui avaient une CRP élevée, ils avaient une clémence qui était augmentée de plus de 20%. Le schéma posologique alternatif de 240 mg toutes les 6 semaines, il sera applicable aux patients en réponse complète. Donc d'abord, les patients ils seraient traités par le schéma posologique standard de 240 mg toutes les 2 semaines, et après 2 ans de thérapie, on pourrait augmenter l'intervalle d'administration et passer à 240 mg toutes les 6 semaines. Ce qui permettrait d'augmenter la qualité de vie du patient, qui aurait moins besoin de se rendre à l'hôpital, et ça reviendrait à une économie assez importante au système de santé. Actuellement, une étude clinique est en cours aux États-Unis qui vise à augmenter l'intervalle d'administration, mais chez tous les patients, et dès l'initiation du nivolumab. Et eux, ils ont comparé un schéma posologique standard, donc 240 mg toutes les 2 semaines ou 480 mg toutes les 4 semaines, à un schéma posologique alternatif où ils augmentent par 2 l'intervalle d'administration, donc 240 mg toutes les 4 semaines ou 480 mg toutes les 8 semaines. Et ils ont considéré un seuil de 1,5 microgramme par millilitre. En perspective de notre étude, il serait intéressant de mettre en place une étude clinique randomisée chez des patients en réponse complète avec 3 bras. Un bras qui prendrait le schéma posologique standard de 240 mg toutes les 2 semaines, un bras qui prendrait le schéma posologique qu'on a retrouvé nous de 240 mg toutes les 6 semaines, et un bras qui arrêterait le traitement, et on pourrait faire une analyse de survie afin de comparer ces 3 bras. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Il y a des questions? Joseph. Moi j'avais... oui, bonjour, bravo pour ce travail. J'avais juste une question, j'étais un peu surpris par le choix du seuil
que vous avez utilisé à 2,5 microgrammes ml comme étant la sémine efficace, si j'ai bien compris. Puis même là, tu parlais également du choix qui a été fait par l'équipe américaine. Et c'est pas ce que j'avais en tête. Alors, je sais bien que les données sont contradictoires et que notamment à Cochin, vous avez plutôt montré que ce qu'avait montré le groupe de Steve Collins aux Pays-Bas n'était pas forcément réplicable dans le cancer du poumon. Mais il vient de quelle base ce seuil de 2,5 microgrammes ml? C'était la concentration résiduelle à état d'équilibre avec la dose de 0,1 mg par kilo. D'accord, donc ça n'a pas été un choix qui repose sur une étude PKPD non. associée à de l'efficacité. C'était en fonction du... Enfin, ça avait montré un bénéfice clinique, enfin un effet clinique. D'une étude BMS ou d'une étude vie réelle? Non, c'est une population de patients sélectionnés, enfin dans une étude clinique. D'accord. Parce que de mémoire, même si effectivement ils n'avaient pas testé le multivarié, chez les Néerlandais, alors, je ne sais plus en tête, je crois qu'au premier cycle, la sémine associée à de l'efficacité, elle était plus au-delà de 16 ou 17 microgrammes ml, et puis ça montait au fur et à mesure que les cures étaient enchaînées. Après, je sais bien que dans le papier de Cochin, on a montré que finalement, ça sortait plus en multivarié, donc on ne sait même pas si c'était le bon seuil en effet. Mais ceci étant, les valeurs qu'on voit la plupart du temps dans la littérature, elles sont quand même beaucoup plus élevées que les 2,5 ou les 1,9, je crois, que tu as cité là à la fin. J'étais juste un peu surpris. Après, on a testé d'autres seuils aussi, des seuils de 5 et des seuils de 10. On Comment trouvait des résultats on trouvait de bons résultats aussi avec des seuils un peu plus élevés, que je ne vais pas présenter là. Ok. Par rapport aux différentes réflexions de Joseph et d'Étienne, sur la concentration seuil, déjà, quand on regarde les données de BMS, c'est vrai qu'on prend 0,1, 0,3, 1 g kg, 3 g kg et 10 g kg. Il n'y a pas de relation entre l'exposition et la réponse objective et la dose. Donc, clairement, BMS, il surdose les patients en anticorps et c'est pour ça qu'on n'a pas de relation PKPD. Hein. Après, le papier des Néerlandais est très critiquable parce qu'ils ne font pas de multivariés. Donc moi, des papiers où on montre avec des courbes de Kaplan-Meier en univarié des relations entre la concentration, pourquoi pas, mais il faut quand même faire du multivarié, déjà puissant au niveau statistique. Et après, par rapport à la question d'Étienne, je pense que oui, en fait, l'idée, c'est de diminuer les doses et après d'utiliser le dosage du médicament avec des concentrations seuil et de vérifier toutes les 6 semaines que le patient est bien au-dessus de la concentration seuil. Et si ce n'est pas le cas, on peut peut-être, pour ce type de patient, soit diminuer l'intervalle de dose, soit augmenter un peu la dose, mais ça sera ce qu'on appelle un peu de la médecine personnalisée en utilisant le TDM, quoi. Très bien. D'autres questions? Oui, j'ai une petite question. Dans l'étude prospective que vous souhaiteriez mener, où vous comparez 240, 15 jours le standard à 6 semaines, versus les patients qui auraient arrêté le traitement. C'est ça. Dans quel contexte? Qui sont en réponse complète? C'est ça. Arrêté des patients en réponse complète à chaque fois. Ok, d'accord. Bien, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi j'aurais juste un petit mot de conclusion pour dire qu'avec ces 3 topos, on pourrait espérer, avec le dernier, faire des économies qui iraient aux biologistes pour trouver le biomarqueur idéal.